Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, nouvel épisode, même crew, Olivier Brett, Jean Gounel et Sidney Faux avec vous pour une émission où on va parler de soccer des deux côtés de l'Atlantique, de qualification pour la Coupe du Monde, des Américains qui se réveillent par rapport à ce qui se passe au CF Montréal depuis le début de l'année et des incidents déplorables, c'est la crise en NWSL du côté des femmes aux États-Unis. Mais d'abord les gars, comment ça va? Ça va, merci, toi? Ça va bien. J'ai un peu de difficulté à concentrer mon attention à un endroit cette semaine. Je te le cacherai pas parce que Non. c'est beaucoup d'histoires et c'est beaucoup d'histoires qui ont des filons bien différents les uns des autres. On va commencer, si vous le voulez bien, avec notre segment à domicile. Et là, Sid, explique-moi comment les Américains sont passés de 27e sur 27 dans le Power Ranking à Wilfried Nancy devrait être entraîneur de l'année. C'est comme s'il n'y a pas eu d'entre-deux, là. Ça a été blanc, ça a été en fait, ça a été noir et ça a été blanc par la suite. Euh, D'abord, est-ce que tu y crois? Est-ce que Wilfried Nancy, pour toi, est vraiment un candidat au coach de l'année, sachant que Bruce Arena, par exemple, est loin, loin devant avec son Révolution de la Nouvelle-Angleterre en première place dans l'Est? Je ne sais pas comment s'il y a des nominations, s'il y a plusieurs coachs qui sont considérés où le titre est donné simplement au vainqueur. Donc, je pourrais te dire que, selon moi, dans la même logique que celle de Taylor Tolleman, ça peut être un candidat, vu qu'il fait beaucoup avec peu, ou du moins avec un groupe dont on n'aurait pas pensé qu'il aurait pu faire autant. Après, le considérer réellement pour coach de l'année, pas du tout. Et là, on est encore dans les extrêmes américains, je dirais. Curtin, Bradley, Pereira, Marsh, Porter, je peux t'en citer. Les 10 derniers coachs de l'année ont tous remporté le Super Shield. Ou deuxième, à exception de Martino, qui a quand même gagné la MLS Cup avec Atlanta. On ne parle pas du tout de ça avec Wilfried Nancy. Donc, je trouve que c'est une conversation qui est sympathique, même empathique, je dirais, mais pourtant qui sportivement n'a pas de fondement dans l'histoire de ce titre, qui est vraiment donné au meilleur entraîneur, au meilleur club en termes de points obtenus durant la saison régulière. C'est intéressant ce que tu dis, Sid, parce que basé sur les critères qu'on a eus jusqu'à maintenant, la conversation n'a peut-être pas lieu d'être. Est-ce qu'il faut changer les critères maintenant? La chose qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est le classique. Tu as un attaquant qui n'a rien fait du match, il marque un but dans une victoire de 1-0. Tu as des gars qui ont été extraordinaires en défense ou au milieu de terrain, puis ben, c'est pas eux qui ont marqué, donc on va le donner à celui qui a marqué le but. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, peut-être pas cette année, mais éventuellement, Sid, ces critères-là vont changer ou ça va rester relativement simpliste? Le gagnant du Shield, c'est le coach de l'année. Bah, c'est pas si simpliste que ça de donner à celui qui fait la meilleure performance de la saison. Je pense qu'il faut donner un crédit à ce coach-là. On n'est pas dans des cas de figure nécessairement où, mais quand tu regardes historiquement, c'est pas comme si c'était toujours le coach de LA Galaxy qui remportait tous les titres. On a 10 coachs différents, de 10 clubs différents et qui ont toutes leurs histoires. Donc, on se pose pas ces questions-là lorsque c'est pas un de nos coachs qui est concerné par ça. Donc, non, puisque je pense qu'à chaque année, il y a des coachs qui en font un peu plus qu'on aurait cru, qui méritent une bonne tape dans le dos, mais coach de l'année, non, je pense que ça, c'est un petit peu élevé. Jean, la nouvelle qui est sortie au cours des derniers jours, c'est celle de Romel Kyoto qui est allé avec son équipe nationale finalement pour être évalué par le personnel médical du Honduras qui a statué que c'était une rechute, sa blessure subie face à Atlanta dans une victoire de 2-1. C'était samedi dernier au stade Saputo. Dernier match avant la trêve. Grosse victoire d'ailleurs du CF Montréal qui s'assure une place dans le portrait des séries pour les 2 semaines de trêve internationale. Mais là, Romel Kyoto s'en va là-bas. Le diagnostic, c'est une rechute de sa blessure un peu plus tôt cette saison et au minimum 3 semaines d'inactivité. Là, si on fait un calcul très rapide, ce serait 3 matchs de MLS, possiblement le match de championnat canadien le 27 octobre aussi du côté d'Hamilton face au Forge. On ne sait pas si c'était plus long, peut-être même un 4e des 6 rencontres qui restent. Tout ça, c'est de la spéculation sur la durée de la blessure, évidemment, mais dans l'immédiat, qui est capable de prendre le relais? Qui tu vois combler l'absence de Kyoto?
Je pense que là, c'est un problème. Et moi, personnellement, je suis pas sûr de voir une solution. Est-ce que tu veux faire confiance à Johnson? Puisque là, tu dirais, OK, parce que dans son rôle, dans un rôle de joueur qui apporte cette présence et cette, cette capacité à faire débloquer ou aboutir des mouvements, si tu veux, dans une zone très, très précise, il n'y a pas grand monde quand même. Non. Or, tu ne peux pas te permettre de déplacer ou de donner plus de responsabilités dans le jeu et dans une autre zone à des joueurs essentiels que sont, par exemple, Mihailovic ou Torres actuellement dans la dynamique de jeu et dans la façon de jouer. Donc, le questionnement est, est-ce que tu gardes cette même dynamique de jeu et à ce moment-là, tu cherches quelqu'un capable d'avoir sensiblement la même influence, ou alors tu changes ta dynamique de jeu complètement. Pour moi, à mon avis, la question, elle arrive là. Je pense que changer la dynamique de jeu à la mi-octobre, c'est un risque un petit peu grand quand même. Ben, Donc, je pense que surtout sachant, juste pour renchérir là-dessus, Jean, que tu es resté avec le même système toute l'année. Tu sais, si tu avais voilà, eu deux, oui. trois alternatives, puis que la dernière fois que tu as changé, c'était au mois de juillet, ben tu te dis quand même à quelque part, depuis le début de la saison, sous Wilfried Nancy, on a essayé des trucs. Là, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on est resté fidèle à une façon de faire. C'est là où le changer à 6 matchs de la fin, en pleine course aux séries, je pense que tu as raison, ça, ce serait tout un pari. C'est prendre un gros risque. Je pense que si, d'ailleurs, l'avait signalé durant la saison, c'est qu'il y avait pas vraiment d'apparence de possibilité d'évoluer, en tout cas de façon satisfaisante. Oui, parce qu'il y a eu des essais qui ont été faits, il y a eu des systèmes qui ont été mis en place, mais aucun n'a donné l'impression qu'il fonctionnait et qu'il était capable de fonctionner de façon durable. Donc aucun n'a été utilisé, disons, sur plusieurs matchs. Donc, oui, comme tu dis, là, on arrive vraiment à un moment qui est essentiel et où tu dois mettre les points. Là, on arrive au moment où on compte les points et je ne vois pas vraiment la possibilité de changer actuellement façon de faire. Donc, trouver un personnage, est-ce que c'est le moment je te dis, est-ce que c'est le moment pour Johnson d'être le gars qui va sortir de l'ombre après tout ce qu'on a dit sur lui? Je ne sais pas ce que Sid en pense. Oui, ben, Sid, là, ce qui va arriver, là, il reste 6 matchs. OK? Bjorn Janssen va marquer 5 buts en 6 matchs. C'est drôle que tu dis ça parce que j'y pensais, mais après j'ai dit mais arrête. Non, mais enfin, oui, scénario rêvé pour lui. Les deux attaquants du club les plus performants se blessent et lui laissent le chemin vers la course aux séries, mais en même temps, ce serait tellement, c'est un scénario hollywoodien. Mais je me pose beaucoup de questions parce que dans le profil, c'est vrai que c'est compliqué. Ibrahim a certaines caractéristiques dans la recherche de profondeur, mais il n'a pas encore on va dire le sang-froid d'un Kyoto, même si Kyoto n'a pas été forcément clinique, mais il n'y a pas cette expérience-là du côté d'Ibrahim. Lapalainen n'a pas joué au poste d'attaquant, même si je pense que c'est son poste de prédilection et que peut-être qu'à ce moment-ci, on pourrait le considérer là. C'est celui qui est quand même devant le but un peu le plus fin de toute la gagne. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être arriver à peut-être un léger changement de formation avec un Mihailovic en pur 10 et après 2 attaquants. Et il est possible que dans ce schéma-là, ce soit pas Torres qui soit choisi dans le deuxième attaquant. Donc il pourra avoir un dommage collatéral où on cherche une paire compatible et en fonction des joueurs qui sont à disposition. Oui, et le problème avec Lapalainen, je suis d'accord avec toi, le next man up, le feeling, c'est que c'est davantage lui que Bjorn Janssen, ne serait-ce que par sa capacité d'exploiter la profondeur. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Quand il y a eu des passages à vide, régulièrement cette année, Wilfried Nancy a dit on n'exploite pas assez la profondeur et les changements qui étaient faits, souvent, c'était pour apporter ça. Le problème, c'est que là, au retour de la trêve, tu repars sur une autre trotte de 7 matchs en 21-22 jours. Lassé Lapalainen, pour moi, c'est garanti qu'il ne passe pas à travers ça si tu le fais jouer à tous les matchs. Physiquement, il n'est pas assez solide. Donc, tôt ou tard, même si c'est Lapalainen la solution, tu vas avoir besoin d'une solution pour remplacer la solution. Et c'est là que ça devient complexe. Ben, en fait, Wilfried Nancy dirait peut-être c'est là que Romel Kyoto est disponible pour revenir, mais ça reste rouler les dés encore une fois. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, c'est que simplement, moi, je vois quand même que la NN n'offre pas un certain nombre de garanties que Kyoto t'offre, en Ah particulier non, non, dans la non, capacité à Oh, tenir le jeu vers l'avant, c'est tu clair. vois. absolument. Et quand tu vois le volume qu'ont pris des gars comme et Torres, ils ont besoin d'un gars devant eux qui soit solide, qui soit là, qui soit capable de jouer en relais, de tenir un ballon, de fixer un adversaire. Et ça, je vois pas la NN capable de le faire. Et comme tu dis, physiquement, c'est super demandant. Et il faut un joueur qui ait ce volume-là. Or, il n'y en a pas des masses au club, c'est clair. Non, et j'en parlais avec les collègues du 5 à 7 mercredi soir. Pour moi, en ce sens-là, puis ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et que tu vas échapper tous les matchs en l'absence de Kyoto, mais joueur Non. pour joueur, homme pour homme, Kyoto n'est pas remplaçable. Tu n'en as pas une alternative comme Kyoto, qui est aussi gros, qui aime la bataille physique, qui peut décrocher, tenir le ballon. Joaquin Torres fait tout ça, mais c'est un format poche. C'est pas lui qui va intimider physiquement les défenseurs. Donc, c'est vraiment collectivement ou par un changement tactique, comme Sid le disait, que Wilfred Nancy sera capable d'y arriver. Du côté du Canada, maintenant, les Canadiens sont deuxièmes derrière le Mexique, avec ex aequo avec le Panama et les États-Unis. Ça, c'est en vue des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, des qualifications qui reprennent. D'ailleurs, on présente les 3 matchs au cours de la prochaine semaine sur nos plateformes de RDS. Ce soir, on enregistre jeudi. Jeudi soir, du côté de l'Azteca, où le Canada va jouer face au Mexique. Dimanche, c'est en Jamaïque. Et mercredi de la semaine prochaine, on revient au Canada pour affronter le Panama. Sid, combien de points ça prend sur ces 3 matchs-là? Minimum, là, minimum syndical. Il faut absolument que tu finisses ces 3 matchs-là avec combien de points en poche sur les 9 disponibles? Ok, 6. Minimum? Oui, oui. Wow! Puis, puisque tu m'as dit minimum en plus, hein, parce que sinon peut-être que je serais allé un peu plus haut encore. Non, non, c'est vrai que là, il y a un petit doute avec les absences de Kyle Larin, de Atiba Hutchinson. Je pense que Cavallini aussi est absent. On a peut-être, je pense que Mian Borjan aussi Oui, exact. n'est pas là. Mais en même temps, j'ai jamais été aussi serein malgré dans ces circonstances et que j'ai vraiment vraiment foi en ce groupe et en sa capacité de déranger. Ils ont des qualités qui sont très très intéressantes dans le foot moderne. Cette capacité à faire de la transition rapide. Toutes les équipes qui peuvent mettre un bloc médian, bas, et qui ont des joueurs capables d'exploser en transition rapide, sont des équipes qui peuvent battre n'importe qui. C'est beaucoup plus compliqué d'être bon dans d'autres configurations de jeu. Et c'est pour ça que je pense que le Canada a les moyens. Et en plus, dépendamment, je veux dire, et j'ai oublié aussi Oilett qui est parmi les absents, je trouve que il y a une profondeur intéressante aussi. C'est pas on l'a fait sans Alphonso Davies, puis c'était peut-être la grande question que le Canada avait avant la Gold Cup. Et aujourd'hui, il y a tellement d'éléments sur lesquels s'appuyer pour toujours aller déranger qui que ce soit. Et même le Mexique, même à domicile, où je trouve que c'est vraiment pertinent de la part d'Herdman d'être parti 4 jours avant pour s'acclimater et permettre au groupe justement de prendre tous ces repères, que je suis plutôt confiant pour ce groupe. Je comprends comment tu abordes le sujet, l'ambition que tu te permets d'avoir là-dessus. Et je parle pas de toi personnellement, Sid, là, je parle du Canada. Là-dessus, je partage ton opinion à 100 Est-ce que tu as les moyens? Je te dirais même que dans ce cas-là, tu as les moyens. Il faut vraiment que tu joues une petite coche au-dessus de ta tête ou certainement à ta pleine hauteur à l'Azteca. Tu as le potentiel pour aller chercher 7 points. Mais pour moi, tu n'as jamais eu une genre de situation comme celle-là où tu t'en vas en Jamaïque, après ça, tu reviens contre le Panama, parce que le Panama, ce n'est pas des points ramassés à terre non plus, même si tu vas être à domicile. En ce sens-là, avoir les moyens, la capacité je suis d'accord. Maintenant, je te repose la question à toi, Jean. Le minimum, es-tu à 6, à 5? Ça voudrait dire que tu vas faire un résultat du côté de l'Azteca. Fait que c'est comme le 5, c'est comme un hybride weird. Moi, je crois plus aux 6 points qu'aux 5 points. Toi, ton minimum de points à récolter sur ces 3 matchs-là? Là-dessus. Vas-y. Je suis super conservateur là-dessus, je dirais 4.
Yep. en disant que tu te donnes ce petit droit à l'erreur à l'Azteca. Même si je ne pense pas que ce soit impossible du tout, parce que justement, comme Sid le dit, il y a actuellement quelque chose dans la façon d'approcher ces matchs-là qui est vraiment bien. Tactiquement, oui, il y a une équipe qui a vraiment mûri et qui est capable d'être tout à fait à la hauteur dans les concepts de jeu qu'on a actuellement. On a une équipe du Mexique qui n'est pas exceptionnelle à ce moment, même si elle va récupérer des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais offensivement, on a vu que c'était une équipe qui se cherchait beaucoup. D'ailleurs, tu vois que tous les changements qui ont été faits, que ce soit avant les matchs, dans le 11 de départ ou en cours de match, ont porté sur tous les matchs importants du Mexique depuis 7 mois, portent essentiellement sur le dispositif offensif. Il y a vraiment quelque chose qui clique pas vraiment complètement. Donc c'est certainement une équipe qui va débarquer, quoi, qui va se présenter là, qui va avoir cette pression. On en a parlé déjà avant le match de demi-finale de Gold Cup. Oui, la pression est plus sur le Mexique, clairement. À domicile. À domicile à l'Azteca, tu sais que tu ne peux pas trop te rater devant ton public. Et le Canada a montré sur le match aux États-Unis que c'était une configuration qu'ils ne détestaient pas du tout. Qu'ils ont appris surtout face à ce genre d'adversaire-là, à ne pas reculer trop. Tu ne fais pas un match d'1 heure et demie sur ta surface de réparation, justement, bloc médian bas. C'est intelligent parce que c'est ce qui te permet de repartir très, très rapidement. Sur la vitesse, je pense que là aussi, ils sont tout à fait capables de surprendre une équipe comme le Mexique. Donc, je te dis, bon, il y a la marge peut-être. Il va manquer des joueurs, il va manquer des joueurs d'expérience qui vont être capables de dire, parce que c'est l'environnement. C'est l'environnement qui, à un moment, va être capable de déstabiliser un petit peu. C'est un stade, c'est une ambiance vraiment très particulière en CONCACAF. Et d'ailleurs, il y a relativement peu d'endroits dans le monde où c'est comme ça. Donc, il faut être capable d'avoir le coffre pour y aller. Ensuite, bon, bah, tu as un déplacement à la Jamaïque qui n'est jamais non plus totalement évident. Il n'y en a pas en CONCACAF, tu vas me dire. Mais Jamaïque a quand même s'ils n'ont pas engrangé des points, ils ont gêné quand même pas mal d'équipes, dont le Mexique d'ailleurs, et leur parcours à la Gold Cup a été bon. Et ensuite, idem pour Panama à domicile, qui va être un poison. Pardon. Qui va être un poison. Et je m'attends à une équipe qui sera moins ouverte et moins facile à bouger que le Salvador l'a été. Maintenant, si les Canadiens sont capables de refaire leur entame de match comme ça, d'ailleurs, que ce soit, je te dis, je mets le Mexique un peu de côté, mais tu fais l'entame de match qu'ils ont fait comme face au Salvador, tu le fais contre la Jamaïque et contre le Panama, là, tu peux envisager une sortie positive, très positive. Mais je te dirais conservativement, ces 4 points, mieux, ce serait très bien. Bon, Sid, là, explique-moi, tes 6 points, tu vas les chercher où? Avant qu'on passe à notre segment en temps additionnel, 6 points, ça veut dire que tu échappes un match. Je le disais tantôt, 5 points, ça veut dire que tu en gagnes un, puis tu vas chercher des résultats. Tu sais, c'est la belle expression refuge pour dire qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Tu vas les chercher où, tes 6 points? Puis comment tu t'y prends? Si tu es John Herdman, tu sais, Jean parlait de plan de match. Ça a été fascinant jusqu'à maintenant. Là. On pourrait même décortiquer par tranche de 15 ou 30 minutes les plans de match de Herdman qui évoluent beaucoup à l'intérieur d'une rencontre. C'est des visages des fois complètement différents avant et après d'être rentré au vestiaire à la mi-temps. Tu le vois gérer ça comment sur les 3 prochains matchs? Oui, c'est effectivement 3 adversaires très différents où les configurations de match sont différentes. Je pense que, par exemple, l'avantage athlétique que le Canada va avoir sur le Mexique, il l'aura pas contre la Jamaïque. Donc, tu dois aborder le match différemment. Le contre Panama, je pense que c'est effectivement, oui, même si c'est une équipe qui est joueuse, elle va venir surtout pour défendre et déranger. Je crois qu'ils sont un peu dans le même plan de jeu que le Salvador.
pour moi, je vois le même match. Ils vont essayer de déranger essentiellement, et puis peut-être après sur les actions litigieuses ou autres, arriver à marquer. Mais pour répondre à ta question, clairement, oui, ça va venir comme un choc, mais moi, je vois une victoire du Canada contre le Mexique. Pour moi, le 3 points perdu dans mon scénario, il est en Jamaïque. Il est même pas au Mexique. J'ai vraiment l'impression que cette équipe-là peut faire un coup. Elle est programmée pour faire un coup. Et peut-être qu'après, justement, la gestion des émotions, la gestion physique, que contre la Jamaïque, justement, il y a une espèce de contre-coup de ta performance contre le Mexique. Puis après, contre Panama, tu fais le travail. Donc, c'est comme ça que voilà, j'envisage dans ma tête. Après, on verra très bien comment ça se passe. Mais ouais. Non, ce que je trouve intéressant là-dedans, je me suis entretenu avec Sandro Grande qui a joué avec l'équipe nationale, et Sandro me disait, tu sais, à ce stade-ci, les autres équipes en CONCACAF devraient avoir plus peur du Canada que le Canada doit avoir peur de ces équipes-là. Le seul bémol que je mettrais, puis c'est là où je dis, c'est intéressant ce que tu apportes, Sid, c'est que les Mexicains d'abord, et les Mexicains à la maison surtout, le prennent peut-être pas au sérieux, ça. Et je pense que c'est là où le Canada a peut-être un coup à jouer. Pour une victoire, boy. Pour un match nul, oui. Mais une victoire, écoute, pour vrai, là, une victoire là, une défaite, mettons que tu vas chercher 7 points. Mettons, là. On vire fou. On part avec la prémisse d'une victoire au Mexique. Tu gagnes à la maison contre le Panama, tu fais match nul en Jamaïque. Tiens, moi, je vais être plus optimiste. Je vais être plus optimiste que toi, Sid. OK? On va en chercher 7. Tu commences à regarder les vols pour le 14. Tu le dis peut-être pas à ton voisin, et tu le dis peut-être pas sur Twitter, mais pour vrai, tu commences à regarder, puis tu te dis, ça coûte combien cette histoire-là, aller au 14? J'en ai aucune idée. C'est-tu 700 à ce temps-ci de l'année ou 7500? Je sais pas. Mais tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on commencerait à aller faire un petit tour sur les sites de vol. Les gars, temps additionnel maintenant, Sid, on poursuit avec toi. Il y a des matchs, des grosses affiches qui sont décevantes. Ça arrive régulièrement. Il y a tellement de hype à l'approche d'un match, puis finalement, ça fait patate. On ne peut pas dire que ça a été le cas entre Liverpool et Manchester City. Quel match nul de 2-2 avec Mohamed Salah qui a dit tiens, moi, j'ai le goût de laisser ma trace sur cette rencontre-là. Oui, non, c'est effectivement une super belle affiche. Puis, je te le disais en off, c'est le summum de la Première Ligue. C'est deux équipes qui ont accumulé le plus de points depuis août 2018. Et très largement, ils sont à quasiment 50 points de plus que Manchester United, Chelsea. Puis on parle même de 70 points. On parle de Tottenham et Arsenal. C'est des deux équipes qui sont ultra dominantes. Leur différence de but aussi, je veux dire, ça, c'est encore plus parlant que le nombre de points. C'est hallucinant à quel point ces deux équipes-là, depuis 4 ans, dominent la Première Ligue. Et que Liverpool, comme je dis, dans un univers parallèle, a sûrement 4 titres de champion et que City a eu sur les 5 dernières années. Et ça ne ment jamais, je pense, ces duels-là entre les deux équipes. Je pense que les spectateurs des autres clubs ont dû se dire OK, il y a vraiment une coche entre les deux. Peut-être qu'il y a des scénarios de blessures, de gestion de calendrier qui font que parfois l'écart se réduit. Mais en termes d'intensité, c'était hallucinant de voir ces deux équipes aller l'une envers l'autre. Et enfin, qualitativement, quand tu vois le but de Mohamed Salah, je veux dire, même les deux, le but et sa passe décisive, parce que l'action de la passe décisive, je veux dire, ce qu'il fait avant dans son camp pour arriver à faire ressortir le ballon et trouver Mané qui est clinique, et après Foden qui répond avec une frappe d'une précision chirurgicale. C'était très impressionnant de voir ces deux coachs aller l'un vers l'autre. Il y a une première mi-temps, ils sont ajustés sur la deuxième. Milner qui, je pense que l'arbitre voulait voir un 11 contre 11, donc il l'a laissé sur le terrain. Mais c'est que ça s'explique mal, le fait qu'il n'ait pas eu un deuxième jaune. Mais non, c'est un match de très grande qualité qui, je pense, qu'il y a pour beaucoup rappeler que ces deux équipes-là sont au sommet de la Première Ligue et que c'est pas un hasard, de façon très différente d'ailleurs, et qui sont arrivés, ils ont bâti cet héritage-là, mais c'était très impressionnant comme match. Oui, tu parles des autres supporters ailleurs dans la Ligue qui se disent il y a une coche. Je pense que Newcastle est 19e en ce moment, sont au courant qu'il y a une coche, mais ils vont prendre un peu de réconfort en sachant que là, c'est peut-être sur le point d'arriver près de 15 ans après l'arrivée du propriétaire Mike Ashley. On semble sur le point de faire débloquer ça. D'ailleurs, si ça évolue, ce dossier-là,
On aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine parce que ça a été des années, oui, au pluriel, solidement au pluriel, de vaches maigres pour Newcastle United. Jean, moi, ma fille a commencé, elle a 4 ans, elle a commencé à jouer au soccer cet été. J'ai passé mon été à entendre des petites chicanes sur je vais être dans les buts, non, c'est moi le gardien, c'est moi la gardienne. J'ai passé mon été à entendre elle m'a pas passé le ballon, il m'a pas passé le ballon est sorti, touché. J'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, c'est un peu dans le même ton. Là. Quand tu as Kylian Mbappé qui sort et qui dit ben oui, j'ai traité Neymar de clochard qui ne voulait pas me passer le ballon, mais vous savez, c'est des choses qui se disent pas mal tout le temps, puis on s'est parlé, puis il n'y a pas de problème. C'est-tu moi, là, ou c'est tout à fait normal, que ces genres d'histoires-là tournent dans une équipe, mais deux, qu'on sorte publiquement pour en parler. Et là, je ne parle même pas du fait que Mbappé a confirmé qu'il voulait partir l'été dernier. Ça, d'une perspective, je mets un chapeau de fan du PSG. Là, la prochaine année, nos espoirs de gagner la Ligue des champions reposent en partie, c'est pas le seul, mais en partie sur toi. Est-ce que tu es pleinement engagé? Je ne sais pas. Je serais complètement tiraillé si j'étais un supporter du PSG en ce moment après la sortie d'Mbappé dans l'équipe. Oui, complètement, complètement. Alors effectivement, tu poses bien le double questionnement, parce qu'au départ, il y a cet événement qui est un peu futile, clairement, qui est un gars qui insulte ou qui envoie une pique, une vanne à un autre, et ce qui arrive clairement dans n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment, qui, parce que c'est le foot de 2021, prend une caisse de résonance monumentale. Et une caisse de résonance monumentale, c'est que c'est pas simple, c'est plus Mbappé et Neymar, c'est les gens qui suivent Mbappé et les gens qui suivent Neymar. Parce que la discussion, elle est passée à ce niveau-là. Et elle est passée au niveau d'un groupe qui va quasiment insulter un autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu là que le débat. Le débat, il a dépassé Neymar, il a dépassé Mbappé, complètement. Mm-hmm. Là, on a vraiment les gars qui sont derrière Mbappé, qui vont utiliser, qui vont ressortir des vidéos et des séquences en disant voilà 10 exemples où l'autre clochard il est capable de passer un ballon où il veut pas. Et la même chose de l'autre côté, on va dire, mais l'autre, c'est une chèvre, il ne sait pas courir, il ne sait pas faire un appel, voilà, je vais te montrer des exemples. Et ça continue comme ça. Ça fait que n'importe quel petit événement maintenant qui a lieu entre deux joueurs et deux joueurs, donc qui sont suivis et qui ont un suivi aussi important, dont on parle de millions de personnes, eh ben, ça va avoir une caisse de résonance et dans un environnement comme celui du PSG dans le football français, il est clair que ça devient tout de suite un truc omniprésent. Donc il y a ça. Plus effectivement maintenant tout ce qui se dit autour de Mbappé, je pense que je voulais partir. Avec l'histoire qui vient de sortir de sa mère qui dit non, il est en négociation, là il est en train de parler avec le PSG pour un renouvellement. Il dit attends, où on en est là exactement? Qu'est-ce qu'on est en train de non, mais est-ce qu'on est en train de nous faire avaler un truc, quoi? Est-ce qu'on est en train de nous mener en bateau, en fait, avec toute cette histoire-là? Parce que tu sais pas, on sait pas du tout où on en est, où on va. Est-ce que on parle là maintenant non, il va être disponible, libre de signer où il veut à l'hiver. Là, il peut en tout cas signer un premier accord. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que dès le 1er janvier, on va voir Mbappé, je signe au Real, je serai au Real le 1er juillet? Est-ce que, au contraire, il va dire finalement, je vais rester une année de plus à Paris, on a un arrangement qui va faire que, etc. On n'en sait rien. Et personne ne semble avoir vraiment une petite idée, parce que tu entends un peu tout et n'importe quoi dans cette histoire. Et au bout du compte, tout le crédit, tout le positif qui était né de l'arrivée de Messi et du statut que les trois avaient devant, eh ben, petit à petit, c'est en train d'être rongé. Là-dessus, tu rajoutes les difficultés sportives qui sont clairement la façon de les faire jouer et d'arriver à tirer le meilleur d'eux avec
tout le reste de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que, clairement, il y a 7 Mhm. autres joueurs de champ, 8 autres joueurs avec eux. Tu dis, bon, ben, OK, c'est un peu compliqué. Pour revenir à la prise de tête entre les deux, je veux dire, on en a parlé aussi il y a 6 mois avec l'histoire Benzema et Vinicius. Clairement, c'est quelque chose qui se règle dans un premier temps dans le vestiaire, mais sachant qu'il y a cette caisse de résonance qui fait que tu peux régler simplement ça dans le vestiaire, parce que c'est déjà en dehors du vestiaire, c'est déjà sur la place publique. Donc, il faut faire continuellement de la limite de dommages, en fait. Et bon, bah, c'est ce qui explique la sortie de Mbappé qui dit, ben oui, je suis allé lui le voir et puis je lui ai dit, et puis voilà, essayez tout de suite de calmer le jeu. Mais c'est le football de 2021, quoi. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que sur les terrains de soccer de Laval, Longueuil ou Rosemont, la petite patrie, on n'a pas les mêmes insultes qu'au Parc des Princes. T'es un clochard, t'es une chèvre. Je sais, c'est l'aspect Non. culturel du foot mondial, j'ai l'impression. Ça doit être ça qui explique. Voilà. Sid, on passe à quelque chose, parce que là, on rigole, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ce qui se passe en NWSL, c'est une histoire qui est sortie au lendemain de notre dernier épisode parce que la semaine dernière, on enregistrait mercredi. Je suis certain que les gens ont au moins vu passer le fait qu'il y avait un scandale, il y avait une crise en NWSL. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais un entraîneur a été accusé de harcèlement sexuel, de coercition sexuelle. Cet entraîneur-là, Paul Riley, pour ne pas le nommer, en était à son c'était son troisième, quatrième club de NWSL. Bref, c'est un gars qui roulait sa bosse depuis un bon moment. À Portland, on n'avait pas renouvelé son contrat en 2015 parce qu'on était au courant, on avait fait une enquête et on savait que son comportement n'était pas acceptable. Finalement, la Ligue est mise au courant, mais quand même, 5 mois plus tard, il se ramasse à coacher dans la région de New York. Là, il était rendu au NC Courage. Lui est congédié. Ça sort au grand jour avec Alex Morgan qui, à quelque part, se fait le porte-étendard de deux joueuses qui étaient moins connues, mais qui étaient au centre de toute cette affaire-là. La commissaire Lisa Baird était au courant. C'est ce qu'Alex Morgan a prouvé en mettant publiquement sur ses médias sociaux des communications qui datent de mars et avril dernier. Si je ne me trompe pas, ça, c'était après un communiqué de la commissaire qui disait c'est des nouvelles informations, c'est inacceptable, ça n'a pas de place dans notre ligue. La commissaire est partie. Et là, hier, après des matchs qui ont été suspendus le week-end dernier, on a repris l'action. En NWSL, à la 6e minute, on a décidé de mémoire, Sid, puis corrige-moi si je me trompe, c'est pour les 6 ans qu'il y a entre le moment où ces gestes-là sont arrivés et le moment où on a décidé de parler publiquement. C'était le symbole de ces 6 années-là. Au bout de 6 minutes, les joueuses des équipes sont allées au centre du terrain. On s'est mêlés les unes les autres. On a fait un cercle. On a eu un moment de recueillement qui détonne quand même sur les réseaux sociaux. En ce moment, ça fait le tour de Twitter, entre autres, de manière importante. Ayant fait le résumé, Sid, à court terme, on fait quoi? Puis l'objectif à long terme, c'est quoi? Parce que c'est pas obligé d'être exactement la même chose. Il y a comme une hémorragie à stopper. Puis après ça, il y a à se décider sur où on veut aller comme ligue, où on veut aller, je te dirais même comme société, avec le sport féminin. Oui, oui, bah, avec le sport tout court. Je pense que de plus en plus, on s'aperçoit que le sport n'est pas exempt de beaucoup de problèmes qu'il y a en société. Et dépendamment des sports, de leur place culturelle dans les sociétés respectives, les problèmes sont différents. Mais en tout cas, le sport, de manière générale, à court terme, on écoute. Tout simplement, on écoute, on recueille le plus de témoignages, d'opinions, de réflexions, et de la part des joueuses, en très très grande majorité. Et à partir de là, on essaye de mettre en place des changements, parce que ce qui s'est passé, ce qui est dénoncé surtout, c'est ces gestes qui sont d'une violence inacceptable, et aussi cette culture du silence qui a permis quand même au coach, lorsqu'il a été viré des Thorns, de se retrouver une autre job alors qu'on savait pas c'était quoi les raisons pour lesquelles il avait été congédié, donc il a pu continuer. Et c'est le fait que Lisa Baird
et une forme d'empathie, mais en même temps qui semblait hypocrite lorsqu'on voit les informations dont elle avait été mise au courant, notamment par Alexis Morgan et aussi par l'association des joueuses. On comprend qu'il y a des mécanismes qui sont en cours qui étouffent ces voix-là. Et ça, c'est un très gros problème. Donc, Christine Sinclair a communiqué sur des choses qu'elle aimerait voir changer, des places dans les conseils d'administration, des voix plus diversifiées, des mécanismes de conciliation, des punitions plus claires et plus sévères. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, c'est écouter les joueuses, les écouter, et pas se voiler la face, parce que je te dirais que pourquoi j'ai incité tantôt sur la notion de sport, c'est que c'est souvent chez le voisin qu'on est très capable de dire: «Ah, regardez ce qui se passe là-bas, regardez ce qui se passe là-bas», et qu'on fait souvent, et qu'on fait pas le diagnostic dans notre propre cours. Et là, qui aurait cru que ce type de choses se faisait dans la NWSL? Peu de monde, mais et des mondes qui sont quand même concernés par le monde du sport et l'envers du décor du monde du sport. Ouais, tu as raison. La raison pour laquelle je faisais la précision sur le sport féminin, et très honnêtement, puis c'est à ça que ça sert à quelque part, ces conversations-là, conceptuellement, j'ai de la difficulté à saisir exactement ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de filles, Megan Rapinoe, entre autres, si je ne me trompe pas, qui disent c'est un modèle fait pour le sport masculin qu'on applique au sport féminin, puis il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans le mode d'opération. Et comme je vous dis, puis c'est à ça que ça sert, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite en partant, mais ce que ça veut dire, ça, moi, aujourd'hui, au début du mois d'octobre 2021, je me fais pas encore une tête parfaite là-dessus. Et c'est là où ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui appartient à un domaine, puis qu'est-ce qui appartient, comme tu le dis, au sport de manière générale. Puis là, ben, j'espère que les leçons qu'on aura apprises en NWSL, ben, on va pas juste les garder pour le soccer féminin aux États-Unis. Garoche-moi ça partout sur la planète, puis que tout le monde en profite. Un peu comme les problèmes qu'on a avec le racisme en Italie. Ça continue. Il y a encore, c'était qui là, qui se faisait traiter de gitan de la Fiorentina cette semaine? Un coéquipier je pensais que c'était un coéquipier de Koulibaly qui a eu aussi des grosses insultes lorsqu'il y a eu son. J'ai oublié, oui, c'était du côté de Naples, il me semble, au moment de sa conférence de presse où le public de la tribune qui était à 10 mètres, comme l'insultait, c'était impressionnant de stupidité. Puis effectivement, mais il y a aucun sport qui est exempt d'eux, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un sport, il faut te demander est-ce que tout est mis en place pour que ça ne se passe pas dans d'autres sports. Et ça, je pense que parfois beaucoup de personnes ne font pas cet exercice de réflexion. Et on a par exemple, genre, moi aussi je te dirais parfois le racisme en Italie, mais c'est le racisme tout court, puisqu'il y a différentes formes, différents degrés. Dans l'interview de Mbappé, il revient sur ça, sur le fait qu'il soit été traité de singe, et comment les réactions en France ont été différentes des réactions en Angleterre, notamment, puisque comme on sait que Sancho, Saka et Rashford ont eu aussi à subir ça. Donc, les Français étaient très très prompts à dire regardez ce qui se passe là-bas, mais alors que eux-mêmes dans leur propre cours il y avait des situations, et ça tu le multiplies à tous les sports, toutes les divisions, donc c'est ça que je pense qu'il y a aussi à matière à réflexion par rapport à ça. Mais effectivement, spécifiquement sur la NWSL, il y a des choses qui sont ultra spécifiques à cette situation, et qu'il faut corriger par rapport à cette situation-là, effectivement, tout à fait. Et Jean, je vais revenir à toi dans un instant, mais quand je parlais de la Serie A italienne, c'est qu'on s'entend qu'il y a un problème à ce niveau-là en Serie A. L'erreur qu'il ne faut pas faire, tu l'as dit tantôt, c'est de dire qu'il y a un problème en Serie A, on va se focaliser là-dessus comme si on en était complètement détaché. Non, attends, regarde, c'est comme si quelqu'un au hockey, par exemple, avait dit, puis je n'ai pas entendu de commentaire en ce sens-là, mais avait dit, ouais, c'est un problème au soccer en Italie, ça n'a pas d'allure. Mais là, tu regardes tout d'un coup, en Ukraine, le gars qui pèle sa banane, je veux dire, c'est hallucinant. Puis pas juste ça, qui se prend 3 matchs de suspension. Puis là, que personne vienne me dire que c'était 13 matchs, parce que c'était 3 matchs, et les 10 autres, tu pouvais me payer 1800$, tu n'avais pas à les purger tes 10 matchs de suspension. Je veux dire, on est dans un monde complètement parallèle. Et c'est là, d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre, ou d'un sport à l'autre,
Je pense que plutôt que de juger ce qui se passe de l'autre bord de la clôture, c'est de voir, en prendre constat, faire l'inventaire après de ce qui se passe dans ta propre cour pour Non. espérer que ça ne se reproduise pas. Jean, tu voulais conclure là-dessus? Là, non, c'est que ça focalise, cette histoire de la nouvelle WSL, ça focalise quand même une série d'autres problèmes. D'abord, le premier, c'est que, en fait, d'abord, il y a quatre entraîneurs sur les 6 derniers mois qui ont été Ouais, ouais. virés en NWSL, tous pour des raisons autres que sportives, c'est-à-dire des questions de comportement, de relationnel avec les joueuses, allant des insultes ou d'un comportement insultant continuel à des problèmes plus graves, sexuels, comme on a vu comme à Portland. Euh, Ce comportement-là, il est connu. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ces entraîneurs-là avaient déjà une feuille de route, entre guillemets, avaient déjà un comportement qui avait été connu, qui avait été documenté. Il y avait eu des plaintes contre eux. Ça n'a pas empêché qu'ils soient embauchés. Mhm. C'est une grosse partie du problème, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le silence est plus fort finalement et que on laisse. Il y a une inertie dans la façon de traiter ces dossiers-là qui fait que, eh ben, on va continuer comme ça. L'autre problème, c'est il y avait aussi, je pense que ça change là maintenant, et que justement, ce qui se passe en ce moment est en train de faire changer les choses. Il y avait aussi une sorte de consensus disant, ben voilà, le discours c'était, bon, vous savez, c'est quand même 3 ou 4 ligues professionnelles qu'on essaye et qui se cassent la figure. Mhm. Il faut être prête un petit peu à en prendre. Il faut être prête à en encaisser pour être. Parce que c'est la survie de la ligue qui est importante. Alors, euh, vous vous taisez, vous laissez faire un petit peu parce qu'il y a des choses plus importantes après. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus peut-être pourquoi? Parce que il y a maintenant un syndicat des joueuses qui existe depuis le mois d'avril. Mhm. Et on voit que toutes ces histoires-là sortent là maintenant parce que, en fait, à l'avant, au front, il y a ce syndicat des joueurs. Ce sont elles qui ont relancé, ce sont elles qui ont poussé les choses pour que publiquement, on sache qu'il y ait 4 entraîneurs, et donc Riley étant le cas le plus grave la semaine dernière, mais que ce soit public, que ce soit connu. Ça a fait toute une histoire parce qu'il y a eu une sortie publique finalement de ces 2 joueuses, poussée par aidée par Alex Morgan, parce que Alex Morgan a été témoin. Quand elle jouait à Portland, et elle a été déjà à l'époque, donc on parle donc d'il y a 6 ans, caution de ces 2 joueuses. Elle a dit, elles ont porté plainte, mais moi j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu Mhm. moi, Alex Morgan, il faut reconnaître que c'est un nom extrêmement fort et extrêmement puissant Ah ouais. dans le foot américain. Je dis que j'ai vu ce qui se passait et ça ne peut plus durer. Donc il y a ça, et l'association des joueuses a quelques projets, demande à ce que justement elle soit capable de faire une enquête finalement sur, dès qu'un club va nommer un entraîneur, un directeur général, que les présidents, en tout cas les représentants des clubs dans l'assemblée des gouverneurs, disons, soient responsables, accountable, soient Ouais. responsables, Imputable. responsabilisés vis-à-vis de ça, face à justement, disons, une sorte d'enquête de bonne conduite, de bonne mœurs, je Mhm. ne sais pas comment on va t'appelles ça, mais que au moins chaque personne qui va être impliquée là-dedans montre que ne traîne pas de ce genre de casserole qu'on voit se passer là, des 4 clubs. Et je pense qu'on est probablement qu'au début. Sid, juste une dernière balle courbe un peu là-dessus. Après, Jean, très rapidement, on va revenir sur le décès d'un monument du foot français. Est-ce que là, dans l'immédiat, permettre, puis je lance ça comme ça, juste pour créer un espace tampon et peut-être, je ne sais pas, se donner le temps pour trouver les bonnes personnes, les bons entraîneurs, puis aussi faire une fracture entre le avant et après ce qui vient de se passer. Est-ce que, par exemple, donner l'opportunité à des femmes qui coachent en équipe nationale ou qui sont responsables de programmes nationaux de coacher en club aussi, ne serait-ce que pour une période donnée,
ça pourrait peut-être donner le recul dont on a besoin, un safe zone en bon français aux joueuses, sachant que tu ne peux pas faire ça pendant 10 ans parce que ça devient contre-productif d'avoir des personnes qui travaillent sur deux tableaux comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être productif à court terme pour remplacer les gens de, on espère qu'il n'y en a pas des dizaines, là, mais les Paul Riley de ce monde? J'étais pas, conscient que les coachs, ne pouvaient pas, Non, co mais ne tu sais, ce que je veux dire, puis tu fais bien de poser la question, c'est que d'encourager peut-être que certaines coachs en sélection qui se disent, moi, je fais que ça parce que c'est déjà une grosse job, ben, mmh reviennent donner un coup de pouce pour un certain temps, dans le fond. Je sais pas les problèmes que ça poserait au niveau justement de sélection de joueuses, d'éthique, Calendrier. Mhm. et calendrier, enfin au-delà de la charge de travail, mais je sais pas à quel point peut-être pour une Pretzman qui est pas coach américaine, elle pourrait peut-être coacher, oui, effectivement, quand que ce soit les Gotham ou Thorns ou quoi que ce soit, sans que ça pose vraiment problème. Mais je sais pas, en fait, je suis pas certain en fait que ça pourrait ne pas poser d'autres problèmes que en ce moment j'arrive pas à, Non, je à comprends. visualiser. Par contre, l'apport de toutes ces figures là à ce problème-là, sur comment régler ce problème, il doit être fait parce que je crois de plus en plus que c'est un problème de gouvernance essentiellement. Il y a le fait que la commissaire qui vient juste d'être mise en place, donc tu peux penser que c'était un vent nouveau. Elle arrive, je pense, au printemps de 2020, donc tu peux Mhm. penser qu'elle vient avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, et qui perpétue cette culture du silence dont a parlé Jean. C'est très problématique, et c'est là où je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des contrepoids, et qui peuvent être ceux de grandes figures comme les sélectionneurs actuels, comme les grandes joueuses du passé, qui ont peut-être un peu moins à perdre, et malgré la présence de syndicats mais qui ont une parole plus libérée. Et peut-être qu'aussi, c'est vrai que on voit des Megan Rapinoe qui sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui dans leur fin de carrière, aussi, oui, au zénith peut-être de leur popularité, mais dans un contexte où c'est plus compliqué pour une fille de 20 ans, 21 ans de s'exprimer aujourd'hui. Elle a beaucoup à perdre et c'est malheureux, mais c'est Mhm. un état de fait. Donc, toutes ces personnes-là qui, justement, ont à cœur le bon développement, c'est pas un hasard que le premier club qui s'est positionné, ce soit les Angels. C'est un club qui a Mhm. pas joué encore Mhm. un seul Non, match c'est dans la nouveau. ligue. Yeah. C'est pas un hasard que c'est le premier club qui est communiqué, puisqu'il y a un moment donné un petit jeu d'échecs où tout le monde se regardait un petit peu sans se demander, ils étaient un peu, qu'est-ce qu'on fait, avant que, voilà, même enfin, que Portland, au niveau des Timbers notamment, aussi communiquent, parce qu'ils sont, voilà, c'est le même club. Donc, je crois que des gens de l'extérieur ont un rôle à jouer, énorme même, de pression, pour que les choses changent. Maintenant, je ne sais pas si c'est la manière dont tu le proposes. Je suis pas en ça, il faut que je me fasse une tête, Non, non, dessus. en fait, tu pousses la réflexion encore plus loin. C'est qui est capable de revenir donner à l'écosystème pour évacuer ce que tu veux pas. Puis je pense que tu en as un bon exemple. Tu sais, Megan Rapinoe, est-ce qu'elle veut prendre une équipe, elle, pendant 1 an ou 2 quand elle prend sa retraite? Tu sais, c'est un exemple comme ça. Peut-être que c'est pas ça qu'elle veut faire dans la vie, mais c'est peut-être le genre de passage tremplin qui pourrait mener à quelque chose de plus sain en NWSL, puis ben, partout ailleurs aussi sur la planète. Jean, très rapidement, parce que les sujets chauds s'en viennent. Les plus jeunes connaîtront peut-être moins Bernard Tapie, lui qui est décédé au cours des derniers jours. Qu'est-ce que le foot français perd avec sa disparition? Bon, bah, c'est le gars qui a amené le foot français à une nouvelle maturité, hein, de plein de façons différentes. Mais il arrive dans le foot au milieu des années 80. À l'époque, il y a une personne forte qui est Claude Bess, qui est le président de Bordeaux. Bordeaux est le club champion et qui est archi dominant. Capet arrive à travers aussi des jeux politiques, parce qu'il va être près du pouvoir en place et du président Mitterrand à ce moment-là. Il va avoir deux casquettes, hein, ministre du gouvernement et donc président de Marseille. Il y a plein d'enjeux qui sont donc politiques, socio-économiques. Mais sportivement, ce qu'il voit un foot français qui est un peu sclérosé parce qu'il il est donc sous la coupe
justement de Claude Bèze à Bordeaux, qui lui-même est déjà très engagé politiquement et proche, disons, d'une droite assez dure. Il cherche à être le contrepartie avec sa capacité de séduire tout le monde. Tapi, c'est un incroyable séducteur pour tout, dans tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui tchatche, qui est capable de te convaincre de tout. Et il a embarqué un petit peu tout le monde. Et en essayant de réformer, de faire bouger les choses, et en visant, parce que son gros modèle et son admiration totale, et pour ce qui se fait en Italie à ce moment-là, avec Berlusconi au Milan AC. Berlusconi qui a monté un empire. L'élément sportif qui est le Milan AC, qui à ce moment-là est le meilleur club du monde, et peut-être le joyau le plus brillant de tout ce qu'il contrôle. Mais c'est un empire économique, un empire médiatique qui va devenir politique aussi. Et Tapi se voit un petit peu le Berlusconi de la France. Et il a entre les mains un outil qui est l'Olympique de Marseille, qui est fantastique. Qui est fantastique parce qu'il y a une histoire, il y a un peuple. Il y a vraiment, l'OM est peut-être à ce moment-là le club français avec un peuple, avec une identité qui est partagée par des millions de personnes qui se voient non seulement au stade, mais quasiment tous les jours dans la ville. C'est un bouillonnement autour de Marseille, et pendant les quelques années où Tapi va diriger Marseille, où Marseille va être au sommet, c'est un bouillonnement quasiment quotidien. C'est complètement fou ce qui va se passer là, avec ta façon de diriger qui est autocratique et qui va déborder très très rapidement, que ce soit dans sa façon dans le relationnel, c'est-à-dire mettre les joueurs dans des situations de porte-à-faux. Clairement, il va y avoir des clans, il va y avoir des jalousies, il va y avoir tout ça est fait un petit peu pour pousser les gars et les amener toujours à être sur le fil et à être toujours à jouer ou à être là comme si demain ils allaient être virés un petit peu. Si tu ne performes pas là, bonne nuit. Et tout ça, ça va créer un effet d'entraînement et des ambiances qui vont être hautement compétitives. Jamais le foot français n'a été aussi compétitif, et en particulier avec Marseille à ce moment-là, et aussi volatile parce que ça crée donc, comme tu dis, ça crée des clans, ça va créer une guerre avec le PSG parce que toute la dualité Marseille-PSG, c'est une fabrication. C'est une fabrication de cette époque-là, et Tapi est pleinement conscient de ce qu'il fait à ce moment-là. D'ailleurs, comme les dirigeants du PSG le sont aussi, on va créer cette rivalité où on va l'attiser pour essayer de faire vendre et pour essayer de dynamiser un petit peu les choses et créer un produit. Donc Tapi, il déniaise complètement le foot français d'une façon où il le rend plus compétitif et en y faisant rentrer de façon claire et quasiment sans vergogne des pratiques allant jusqu'à la corruption finalement, parce qu'il tombe pour cette histoire de corruption contre Valenciennes. Donc il y a un peu de tout ça, d'où et dès l'époque où même à l'époque où il est là, il y a toujours eu une ambivalence vis-à-vis de Bernard Tapie. Il y a des gens qui le suivent de façon absolument aveugle et des gens qui sont radicalement opposés. Il aura toujours polarisé. Et même quand il revient 10 ans et quand il revient 20 ans après, il a toujours polarisé le foot français. Donc, fascinant. Si vous voulez trouver du contenu sur Bernard Tapie, allez faire un tour sur Internet. Vous allez voir. Je touche qu'un minimum. Voilà. Sujet chaud maintenant. On y va avec toi pour la première question posée par Damien Meunier. Première défaite en 37 matchs, si je ne me trompe pas, pour l'Italie, battue par l'Espagne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Italiens? Non. Prochaine question, Stéphane Duarte, Simon H. Avec le recul, Jean, est-ce que le déclin du Barça, à quelque part, commence pas parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment, le départ de Messi, etc. Est-ce que ça a commencé avec le départ de Luis Enrique? Ça a commencé avec le départ de Pep Guardiola. C'est qu'à partir du moment, à partir du moment où il s'en va,
il y a derrière une façon de penser qui est, bon, de toute façon, nous, on a le fonds de commerce parce qu'on a la Masia qui va continuer de nous produire des joueurs, on a Messi, on a un tel, on va continuer d'acheter un tel. Mais c'est vrai qu'après Luis Enrique, qui était dans une sorte de continuité et de volonté de continuer les choses, c'est tombé petit à petit. Et les entraîneurs qui vont suivre devront avoir absolument aucune prise sur la politique générale du club. Et donc, je pense que oui, c'est pas faux de dire après Luis Enrique, il y a eu le déclin a été peut-être pas net, mais inéluctable. Deux dernières questions. Les deux pour toi, c'est d'abord Philippe Rancourt qui dit, selon vous, est-ce que Mathieu Choinière se rapproche d'un appel par l'équipe senior en équipe nationale? Ah oui, ça c'est sûr, il se rapproche. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il est proche? Je pense pas encore, mais je pense que oui, il a pris beaucoup de galons. J'ai beaucoup aimé Ouais. d'ailleurs son match contre Atlanta au niveau Mhm. du caractère et de plus en plus de l'affirmation du joueur, parce que je pense que c'est ça qui lui manque, et qui c'est un peu normal qu'il lui manque, puisque c'est sa première vraie saison dans laquelle il compte dans l'effectif. Mais ce match contre Atlanta, il m'a fait plaisir parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai vu se fâcher, je l'ai vu demander des passes, même à Kyoto, où notamment j'ai vraiment un incident, une situation en tête. Donc oui, je pense que Choinière, le problème étant que Team Canada devient de plus en plus forte et qu'il y a cette Ah ouais. échéance de 2022 où je crois que les joueurs qui sont là ou qui ont déjà fait partie du wagon d'Erdman, ce sont avec ces joueurs-là qui va s'appuyer vers 2022. S'il arrive à accrocher ce wagon, c'est véritablement qu'il a connu une énorme saison Mhm. de 2022 et je lui souhaite. Mais ce sera compliqué. Peut-être que dans une espèce de renouvellement, même si l'effectif est jeune, mais la fin de cycle inéluctable d'après-compétition, il y a plus de chances qu'il fasse partie de cette équipe-là en 2023. Ça a l'air loin et fou ce que je dis, mais c'est plus dans une dynamique de groupe actuelle où c'est compliqué quand même de venir dans le groupe. Broguiard était déjà dans le groupe à certaines reprises Mhm. et c'est pour ça que c'est plus facile pour lui de l'engager et c'est aussi pour ça que peut-être même que Balou dans la conversation passe au-dessus très rapidement où j'ai vu des débats sur Balou après ses deux Mhm. buts contre Halifax. Donc voilà, mais oui, non, c'est sûr qu'il se rapproche, oui. Non, et c'est pas spécifique à Mathieu Choinière. Je pense que c'est pour n'importe qui. Entrer là dans le groupe de John Herdman, il va falloir que tu fasses quelque chose d'exceptionnel Yeah. sur 6 mois où tu es carrément au-dessus du lot. Et juste avant de passer à la dernière question, une action qui me vient en tête, c'est à la fin du match. Souvenez-vous, au début de l'année, tu perds à la 94e minute parce que Sunusi Ibrahim décide de prendre un tir plutôt que de couper ses pertes et amener le ballon Mhm. au drapeau de coin pour assurer un match nul qui aurait été précieux à ce moment-là sur la route. Là, 2 matchs plus tard, plusieurs mois plus tard, Mathieu Choinière avec énormément de départs en plus. À la fin de la rencontre, il y a un ballon qui vient vers lui, il y a un coup franc, il fait semblant de ne pas l'avoir vu, il laisse passer. Ézéchiel Barco s'en vient le confronter, lui se tient debout devant ça. C'est la Mhm. maturité qui rentre pour tout le monde, pour Mhm. le groupe et pour Mathieu Choinière. C'est donc fini avec Justin Cétarneau qui dit combien de points le CF Montréal a-t-il besoin pour participer aux séries? Wilfred Nancy a dit au début de l'année, on s'est enligné pour 13 victoires. L'équipe en est à 11 en ce moment. Est-ce que 6 points, c'est suffisant pour faire les séries ou tu as besoin de plus? Je pense plus. Je pense, Oui. c'est difficile à calculer, mais je crois qu'à 8, tu es bon. À 8 points, je pense, là, 48, il y a des points que tu vas prendre à d'autres équipes C'est qui ça. sont aussi Yeah. dans la course. Mais c'est compliqué, parce qu'en plus, entre guillemets, pas que les règles changent, mais le nombre d'équipes change. J'essaie de faire un historique, mais c'est quasiment impossible. Les points par match, les points par match de l'an passé étaient tellement bas. Aujourd'hui, tu peux pas avec ces points-là te qualifier Mhm. dans les séries. Non. Mais je pense avec 8 points sur les 18 prochains, t'es bon pour la 7e place, je Il crois, à devrait. cause des affrontements intra-conférences. Mhm. Bon, Mhm. moi, je pense que 6 points, oui, c'est possible. Il faut que tu les aies contre les équipes qui vont finir 8e et 9e. Tu sais, ça va dépendre de l'adversaire. Puis c'est là où tu ne peux pas calculer ta fin de saison comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Si tu veux t'en assurer, ça te prend quelques points de plus. En 15 secondes, Jean, tu surveilles quoi sur la prochaine semaine? Non, honnêtement, là, les 3 matchs du Canada. C'est vraiment parce qu'on est vraiment dans une telle belle, un beau moment. Un beau moment. Je dis pas qu'ils vont se qualifier, j'en sais rien, mais c'est un beau moment à vivre.
Non, mais Sid, lui, il dit qu'ils vont aller chercher 9 Oh. points sur ces 3 matchs-là. Fait que toi, tu surveilles Ah, quoi, Sid? Si je te force à choisir autre chose? non, bah, non, tu vas pas me forcer. Moi, c'est sûr que France-Belgique, hein, tantôt, puis c'est ça que je surveille, puis la finale Voilà. Ligue des Nations, voilà. Puis une victoire de 4-0 du Canada à l'Azteca. Exactement. Les gars, merci. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous All right. à la maison, dans la voiture, en faisant le jogging, peu importe. C'est toujours un énorme plaisir de vous avoir à l'écoute. Merci aussi de nous poser vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu. rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.